Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du Tour de France. Et le Tour de France arrive en France. Aujourd'hui, du côté de Bayonne, une étape plutôt pour sprinter. Pour cette troisième journée de course, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire quels sont vos favoris pour cette étape. N'hésitez pas également à répondre au petit sondage dans l'onglet communauté sur YouTube. On regardera les résultats ce soir, lors du débrief de cette étape à 21 h. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez également rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, encore mieux quand vous mettez toutes les notifications. Si vous voulez soutenir la chaîne et que vous en avez les moyens, vous pouvez faire un super thanks. EPS 2.0, le podcast sur l'histoire du sport, Amazon, Deezer, Google, Spotify. Et puis vous avez également TikTok avec le débrief tous les jours, juste après l'arrivée de l'étape et quand il y a des moments un petit peu importants sur la course. Étape numéro 3, une étape pour sprinters. La première véritablement de ce Tour de France où les purs sprinters qui ont mangé un petit peu leur pain blanc, leur pain noir plutôt, dans ces 2 premiers jours de course, vont enfin pouvoir avoir leur étape pour eux, avoir leur moment pour eux, surtout qu'ils savent que voilà, cette première semaine est pas forcément la plus favorable au niveau des sprints. C'est presque la 3e semaine avec 3 sprints. Cette première semaine également, il y a la possibilité d'avoir 3 sprints également. Du côté de Nogaro demain, Bordeaux également est sur cette étape-là. Il y a peut-être un 4e sprint possible à Limoges également. Mais c'est vrai que la 2e semaine ne sera pas du tout pour les sprinters, par exemple, et la 3e semaine sera pas mal pour les sprinters, ce qui est assez rare sur ces derniers Tours de France. Journée où on sera le long de la mer pendant quasiment toute l'étape. Voilà, au bout de 30 km de course, quasiment on est le long de la mer. Et on quitte l'Espagne pour cette journée. On quitte le Pays Basque espagnol pour rejoindre le Pays Basque français sur cette première étape pour sprinter. Du côté du dénivelé positif, 2587 mètres, c'est la 12e étape dans ce classement, ce qui fait que c'est pas si facile que ça parce que c'est une étape 2 en 1. Première partie d'étape ballonnée, deuxième partie d'étape beaucoup plus plate, et au niveau du classement de la montagne, on peut récupérer 7 points au maximum si on passe en tête de toutes les difficultés de la journée. On regarde tout de suite la présentation de cette 3e étape. On regarde tout de suite le parcours du jour. Alors oui, je ne suis pas en plein écran, mais tout simplement parce que c'est compliqué au niveau des onglets, parce que je passe pas toujours d'un onglet à l'autre rapidement. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que parfois je saute d'un onglet de l'onglet 3 à l'onglet 1. Donc en plein écran, ça serait très compliqué. Ça ne suit pas toujours au niveau des onglets. Donc c'est pour ça que je fais de cette manière. Tiens, on regarde tout de suite la carte de cette étape du côté d'Amorebieta. On va regarder ça tout de suite. Voilà, donc le passage par la frontière française. Donc Amorebieta, c'est ici. Voilà, on se rapproche. Amorebieta, on va se rapprocher assez vite le long de la mer. C'est qu'on va vraiment faire une vingtaine, trentaine de kilomètres dans les terres pour ensuite longer la mer. On passe à San Sébastien ici. On ressort un peu au large de la mer pour prendre la côte de 4e catégorie. Enfin, pour passer comme ça. Hop là. Et puis ensuite, la frontière française ici, on arrive sur une grosse route et après on contourne un peu pour aller récupérer Bayonne ici où sera jugée l'arrivée. Donc on ne fera pas une route directe, la route voilà, qui est quasiment l'autoroute à cet endroit-là. On regarde tout de suite le profil. Donc comme vous le voyez, un début d'étape assez costaud et puis ensuite une fin de journée à partir de San Sébastien. La fin de journée est vraiment plate. Et peut-être un peu plus intéressante pour les sprinteurs, mais un peu moins pour les spectateurs. On commence assez vite au kilomètre 14 de la côte de Trabacua, 4 km 2 à 5,7 de moyenne, côte de 3e catégorie, côte de Trabacua. Vous le voyez, il y a 500 mètres à 9,2%, c'est la côte la plus dure de la journée en termes de pourcentage et en termes de longueur, avec un pied où on va être au-delà de 6,5%. Et puis la fin de montée aussi, on est au-delà de 8,5% de moyenne sur le dernier kilomètre. Donc voilà, c'est quand même assez intéressant comme montée, notamment si l'échappée n'est pas encore sortie. Ça pourrait permettre à l'échappée de sortir, même si je pense que l'échappée ne va pas mettre beaucoup de temps
avant que la bonne échappée sorte. On ne va pas avoir beaucoup de kilomètres. On poursuit avec la descente de cette côte de Trabacois. Deuxième côte de la journée au kilomètre 33, la côte de Milois. 2 km 2 à 5% de moyenne. Là, c'est très roulant, très régulier sur ces 2 km 200. Le maximum sur 500 mètres, ça sera 5,6%. Donc là encore, hein, là on est sur des côtes un peu plus classiques de 4e catégorie. Il n'y a pas de pourcentage, il n'y a pas de grande difficulté. Un point en jeu au sommet de cette difficulté. Le sprint intermédiaire sera à débat entre la côte de Milois et Desbois. On a quelques petites bosses. Voilà, la route est mal plate pendant une bonne vingtaine de kilomètres. Le sprint intermédiaire à débat au kilomètre 66, qui est le pied en fait de la troisième côte de la journée, le col d'Itziar, 5 km 1 à 4% de moyenne au kilomètre 71. On sera à 120 km de l'arrivée encore. Donc assez loin de l'arrivée. Cette difficulté, eh bien là aussi, hein, c'est très régulier. Alors c'est marqué 3e catégorie. C'est pour la longueur parce que c'est quand même pas très très pentu. On a 2 km à 5%. Sinon le reste, c'est entre 2,5 et 3. Ça aurait même valu peut-être un passage en 4e catégorie. Parce qu'on est vraiment à la limite, je pense, entre 3e et 4e catégorie. On enchaîne ensuite derrière par Zoumaya, Zarot. Dernière côte de la journée, la côte d'Orioko-Benta, enfin dernière côte répertoriée au classement de la montagne. 5 km 4 à 6, 1 de moyenne, côte de 3e catégorie, elle est au kilomètre 103, c'est-à-dire à 91 km de l'arrivée. Cette dernière difficulté du jour, bam, bien plus difficile que la précédente, malgré une longueur similaire, avec notamment 500 premiers mètres à 8%. D'autres passages au-delà de 7%, notamment 1,5 km entre 2,5 km et 4 km de montée, eh bien vous êtes au-delà de 7%. Donc ça devient une côte un peu plus intéressante. Mais encore une fois, à 90 km de l'arrivée, je ne vois pas vraiment un leader tenter de sortir à ce moment-là de la course. Et ensuite, on passe par Saint-Sébastien. Irun, le passage par la frontière française pour les 60 derniers kilomètres, notamment Hendaye, Saint-Jean-de-Luz, Saint-Pé sur Nivelles, et puis l'arrivée à Bayonne au bout de 194 km de course, donc vraiment une étape 2 en 1. Première partie de journée vallonnée et deuxième partie de journée beaucoup plus plate. On regarde l'arrivée du côté de Bayonne. Hop. Donc vous voyez, à 5 km de l'arrivée, on rentre dans Bayonne avec 2 ronds-points où on ne pourra passer que sur la droite du côté de ces ronds-points. Ensuite, une belle ligne de droite pendant 1 km où il n'y aura pas trop de difficultés. De nouveau un rond-point, 3 km 200 de l'arrivée, de nouveau un rond-point, on ne peut passer que sur la droite. Et puis c'est après ce rond-point-là où ça se complique, avec notamment un rond-point à 2 km 500 de l'arrivée, puis une grosse épingle aux 2 km. Il faudra faire vraiment attention à cette épingle. Et puis à 1 km 700, km 800, 1 km 700, vous voyez ce grand virage sur la gauche, virage à angle droit. Ensuite, on continue sur l'avenue du Maréchal Soult pour avoir une courbe ouverte, je dirais, à 120 degrés sur la droite qui annoncera le dernier kilomètre. Et ce dernier kilomètre se terminera par une courbe aux alentours de 200 mètres de l'arrivée. Courbe là aussi est ouverte, hein, on sera sur une courbe à 140 peut-être degrés, pas beaucoup plus, qui sera une courbe sur la gauche, mais il faut toujours faire attention à ce type de courbe. Elle sera à 200 mètres de l'arrivée, hein, cette courbe qui nous emmènera vers l'avenue d'Aquitaine. Et surtout, on passe par un pont aussi, hein, donc c'est un petit peu particulier ce final du côté de Bayonne. La ligne droite donc fait 200 mètres avec une largeur à 6,50 mètres. 200 mètres à vue du côté de cette ligne droite avenue d'Aquitaine. On regarde les segments Strava. Alors il y a 2 segments Strava sur les 2 difficultés du jour, parce qu'il y en a un sur la côte de Saint-Pé sur Nivelles, mais au final il n'y a pas de classement de la montagne sur cette côte de Saint-Pé sur Nivelles, donc je ne sais pas trop pourquoi on a mis un segment Strava sur une côte qui n'était pas répertoriée au classement de la montagne. Je peux vous dire
que la côte de Saint-Pé-sur-Nivelle, eh bien, celui qui a fait le meilleur temps l'a fait en 2 minutes 09. Mais on peut regarder un petit peu les deux autres côtes de la journée. Le col d'Iziar, côte de 4 km et demi. Le meilleur temps est de 8 minutes 27. Et ça date de la 5e étape du Tour de Pays Basque avec le Canadien Christian Meyer, mais depuis deux autres coureurs, notamment Luigi Saroni, ont fait 8 minutes 27. Michael Biscara a fait 8 minutes 45. On est sur une côte qui se franchit à 31 à 30 km/h de moyenne, donc c'est pas non plus insurmontable, avec une moyenne pour les pros de 11 minutes 59. Autre côte répertoriée dans ce classement, c'est la côte d'Orioko Benta, qui est possédée, cette côte, par Simon Yates, avec un temps de 10 minutes 38 sur ces 4 km 500 de montée. Ça date de avril 2017, ce meilleur temps. Parmi les coureurs qui l'ont franchi, j'ai un Romain Bardet en 10 minutes 43. J'ai un Warren Barguil en 10 minutes 46 et un Sébastien Henao également en 10,49 avec Nicolas Hédé. On est entre 350 et 400 watts sur une montée de ce type-là. Michael Woods avait fait 415 watts. C'était en 10 minutes 45 de montée à 25,2 de moyenne. On regarde l'histoire de ce Tour de France et on va revenir sur le Tour de France 2003 avec l'étape numéro 16, Tour de France du centenaire, Tour de France également de la canicule. 16e étape, elle se déroule entre Pau et Bayonne avec 196 km. Malgré 5600 mètres de dénivelé positif, c'est une journée de transition. Pourquoi ? Parce que les difficultés se concentrent au milieu de l'étape. Au programme, le col du Soudet, qui est un col de première catégorie au kilomètre 66, et le col de Baragouis au kilomètre 109. Au classement général, rien n'est fait entre le leader, Lance Armstrong, maillot jaune, et Jan Ullrich, son dauphin. L'écart entre les deux hommes n'est que de 1 minute 02 et tout se jouera lors du contre-la-montre final avec une chute de Jan Ullrich. En 3e place, on retrouve Vinokourov, mais il a déjà 2 minutes 45 de retard. C'est parti pour cette étape dans le Pays Basque, avec des conditions qui sont assez fraîches, contrairement au reste de ce Tour de France. Pour cette dernière étape de montagne, ça va faire du bien aux coureurs. Beaucoup de baroudeurs tentent de sortir, et le rythme est assez élevé. En début d'étape, nous avons même des cassures dans le peloton. L'une des victimes est Tyler Hamilton, qui fait partie du top 10 du général. Il est obligé de faire rouler son équipe CSC qui le ramène. Devant, David Millar de la Cofidis arrive à sortir du peloton dans une descente. Il est rejoint par Paolo Bettini, mais l'Italien a un problème technique. Elle est obligée de laisser partir le spécialiste du chrono. David Millar est rattrapé par un groupe de poursuivants au kilomètre 30. On peut même dire qu'il est complètement traversé par ce groupe de poursuivants. Heureusement pour David Millar, son équipier Nego Cuesta, qui est dans un 3e groupe, va lui permettre de revenir en tête de course. À l'avant, on retrouve 17 coureurs au pied du col du Soudet au kilomètre 53. Nous avons Finot et Dumoulin pour l'équipe Jean de la Tour, Fornaciari pour la Saeco, ça doit peut-être même être le premier tour de Samuel Dumoulin en 2003, Morenaut du côté de la Lotto Domo, Van de Vouver du côté de la Quick-Step, González de Galdeno du côté de la Onche, Chavanel du côté de la Brioche, Sylvain, Ludovic Turpin du côté de la G2R, Wouters du côté de la Rabobank, Mercado du côté d'Ivanesto, Sorensen du côté de la CSC, Cazard, Sandy Cazard du côté de la FDJ, Lastaza du côté de la Calmé, Milo Jevic du côté d'Alessio, et puis Klein, Millar avec Cuesta pour la Cofidis. La montée débute comme le show Tyler Hamilton. Et oui, on doit revenir un petit peu sur le Tour de France 2003 de Tyler Hamilton. Dès la première étape, il va tomber et il va se faire un trait de fracture sur la clavicule. Il est à 2 doigts d'abandonner, mais il décide de poursuivre la course. La blessure le gêne pour tenir son guidon, il va perdre du temps en montagne. Il est 9e au classement général à 9 minutes de Lance Armstrong, mais c'est une déception pour cet ancien coéquipier du maillot jaune, l'américain de la CC, qui va suivre une attaque de Mario Hart et Roberto Lezeca, les deux hommes qui vont l'accompagner pas très longtemps, car à 100
45 km de l'arrivée. Tyler Hamilton lâche ses deux compères pour tenter de revenir sur l'échappée, sauf qu'à ce moment-là, l'écart avec les échappés est de 3 minutes. Il va falloir donc faire un énorme effort pour en rentrer. Mais au sommet du col, il arrive à réaliser cette performance et on retrouve 10 coureurs à l'avant de la course. Pour la CSC, nous avons donc Hamilton et Sorensen, son équipier. On a aussi Mercado, Waters, Sandy Cazard, Latazar, Van de Vouver, Milojevic et Millard. L'avance est de 4 minutes sur le peloton. Et donc Hamilton commence à devenir dangereux, notamment pour les coureurs d'Aouscatel, Aouscaté, Zubeldia 5e et Maillot 4e sont en danger. Surtout dans le Baragouis, Hamilton décide de partir seul à 95 km de l'arrivée. L'Américain fait un sacré numéro, il reprend même de l'avance sur le peloton maillot jaune à 60 km de l'arrivée. Il a 4 minutes 35 d'avance. Mais derrière, on commence à faire un petit peu les comptes d'apothicaire et à trouver des alliés. Euskaltel n'est plus la seule équipe à rouler à l'avant. La formation basque est rejointe par la Fassa Bortolo d'Ivan Basso, qui est 6e au général, mais surtout la T-Mobile décide de rouler. Alors certains pourraient croire que cette dernière travaille pour son leader, Alexandre Vinokourov, mais le Kazakh n'est pas vraiment menacé par Tyler Hamilton. En fait, on roule plutôt pour Eric Zabel, le sprinter de cette formation. Contrairement aux autres coureurs rapides, il se trouve dans le peloton. Et en remportant l'étape, il pourrait faire un beau rapproché pour le classement du maillot vert. Mais rien n'y fait, Tyler Hamilton est trop fort et il s'impose avec 1 minute 55 d'avance sur le peloton. Il remonte au 6e rang au classement général derrière les deux Basques, Euskaltel et Euskadi. Zappel remporte le sprint du peloton et il revient à 13 points de Baden-Cook et seulement 5 points de McEwen et ça nous donnera ce grand dernier sprint du côté des Champs-Élysées. Mais ça, je vous en avais déjà parlé, je crois, l'année dernière ou il y a 2 ans, sur une présentation d'étape de ce match entre Baden-Cook, McEwen, avec la victoire également de Jean-Patrick Nazon de Jean Delatour sur cette étape. Alors Tyler Hamilton, carrière surprenante, parce que pas très adroit dans sa carrière. Il commence par le ski, notamment le ski de boss, et il va se fracturer 2 vertèbres à cause de cet accident. Il décide de se lancer dans le cyclisme, coéquipier d'Armstrong sur ses 3 premiers Tours de France, coéquipier important d'Armstrong. Il rejoint la CSC en 2002, deuxième du Giro la même année, malgré une fracture de la clavicule et des soucis de mâchoire. Et il va finir 4e du Tour de France 2003, malgré encore un trait de fracture sur la clavicule, champion olympique du chrono en 2004. Mais il est pris pour dopage et cette victoire lui est retirée. Alors il fait partie des coureurs qui ont fait tomber Armstrong, notamment en 2012, parce qu'il avait repris sa carrière, Tyler Hamilton. Notamment, il avait été dans le projet Rock Racing. Alors, Rock Racing, c'était une équipe avec quasiment que des anciens dopés. Dans cette formation, regardez l'histoire de Rock Racing, qui était notamment... beaucoup d'organisateurs n'invitaient pas cette formation. Et du côté de Hamilton, vainqueur du Dauphiné 2000 devant Armstrong, c'était vraiment un coéquipier apprécié de Lance Armstrong, contrairement à Floyd Landis où il y a toujours eu des soucis relationnels entre Landis et Armstrong. Autant entre Hamilton et Armstrong, ça se passait plutôt bien. Donc c'est vrai que Armstrong, je pense, n'a pas dû bien apprécier le fait que Tyler Hamilton le dénonce. Hamilton qui a été dépressif quasiment pendant toute sa deuxième partie de carrière. Il a été traité pour dépression, qui a mis beaucoup de temps avant de rendre sa médaille au moment des Jeux Olympiques, son titre du côté du contre-la-montre. Je crois qu'il a mis au moins 6 ou 7 ans avant de rendre sa médaille. Donc voilà, coureur particulier, Tyler Hamilton. Le cycliste du jour, alors j'aurais pu parler de Romain Sicard, qui est né à Bayonne, coureur français, qui a dû prendre sa retraite l'année dernière pour cause de problèmes cardiaques, qui a été champion du monde espoir, c'était du côté de la Suisse, c'était en 2009. Vainqueur également la même année du Tour de l'Avenir. Mais moi j'ai décidé plutôt de parler d'un coureur un peu plus âgé, Roger Lapéby, né en 1911, mort en 1996, qui avait un profil plutôt de sprinter. Il est pro entre 1932 et 1939. Alors il n'arrête pas sa carrière à cause de la guerre, mais suite à un accident qui lui provoque une fracture de la rotule. Champion de France en 1933. Paris-Nice 1937, c'était l'une des premières éditions de Paris-Nice. 9 étapes sur le Tour de France, 3 étapes sur Paris-Nice, ce qui à l'époque était vraiment
pas mal dans les années 30, mais surtout vainqueur du Tour de France 1937. Alors un Tour de France très intéressant, parce que le Tour de France 1937, à l'époque on court en équipe nationale, et puis au bout de 4-5 jours de course, l'équipe de France va être décimée sur une étape. Il y a quasiment la moitié de l'équipe de France qui va abandonner sur la même étape. Derrière, Gino Bartali et maillot jaune, sauf que Gino Bartali, qui est l'un des meilleurs grimpeurs du peloton, va tomber. Et puis ensuite, il va se retrouver en bagarre avec Silver Maes, qui va décider de quitter la course alors qu'il est maillot jaune, parce que le Belge considère qu'il est désavantagé par rapport à Roger Lapéby par les commissaires de course. Et c'est vrai qu'il y a certaines histoires assez surprenantes, ce qui fait que le Français remporte le Tour de France 1937, mais il ne pourra pas défendre son titre en 1938, car les Belges disent que sinon ils ne participeront pas à la course. Autant vous dire que se passer des Belges dans le cyclisme, c'était un petit peu compliqué pour l'organisateur du Tour de France. Météo. Du côté de cette étape, grand soleil. Au niveau de l'indice UV, on est entre 8 et 9. Pourquoi je vous parle de l'indice UV? Parce que ça va jouer au niveau de la température ressentie. Parce qu'il ne va faire que entre 22 et 25 degrés. Par contre, le ressenti va être supérieur à 30 degrés pendant toute la journée. Le vent sera entre 15 et 30 km/h. Mais un vent qui sera de nord ou nord-est, mais qui sera majoritairement de face sur une grande majorité du parcours. Et dans la ligne droite finale, il sera de côté jusqu'à la courbe, où là sur les 200 derniers mètres, il sera de face, donc il faudra être costaud. Du côté de la stratégie, je vois une échappée avec 3 à 4 coureurs grand maximum, et puis un sprint massif à l'arrivée. Alors pourquoi je vois 3 à 4 coureurs? Parce que même s'il y aurait un intérêt à partir en échappée pour les points du classement de la montagne en début de journée, déjà si vous n'êtes pas déjà avec des points au classement de la montagne, ça sera compliqué d'aller prendre le maillot à pois. Mais surtout, la deuxième partie d'étape est vraiment pas favorable à une échappée. Et toutes les équipes vont rouler, surtout que certains sprinteurs seront frustrés des 2 premières étapes, donc auront envie vraiment de lancer enfin leur Tour de France. Du côté de mes favoris, je mets Dylan Groenewegen. Pourquoi je mets Dylan Groenewegen? Pourtant, c'est pas le sprinter qui passe le mieux les bosses, même s'il a progressé dans ce domaine-là. C'est souvent un sprinter qui est très bon tout de suite. Dylan Groenewegen, il n'a pas besoin de 2-3 étapes pour se mettre dans le bain. C'est un sprinter qui arrive tout de suite à être performant dès les premiers sprints. J'ai mis également Jakobsen parce qu'il a un train de qualité, parce qu'il y a Michael Morkov et que lui aussi, il n'a pas besoin non plus de 150 étapes pour vraiment bien s'organiser. Et puis on sait le talent qu'a Quick-Step pour organiser un train. Jasper Philipsen, alors lui, il a besoin d'un peu plus de temps pour s'organiser. Par contre, Jasper Philipsen fait quand même une très bonne saison depuis le début d'année. Et puis surtout un train, la Royale, notamment avec Mathieu Van Der Poel. Grosse cote, j'ai mis Alexander Kristoff, qui sera aidé notamment de Vareskjold et de Rasmus Stiller. Ça peut être un sprint intéressant pour le coureur de la Uno X. Du côté du programme télé, des horaires, le départ fictif sera à 13h, un sprint intermédiaire qui aura lieu à Débat au kilomètre 100, à 127 km de l'arrivée, entre 14h41 et 14h49. Zarot à 103 km de l'arrivée, entre 15h12 et 15h23. La Frontière, qui sera passée à peu près 60 km de l'arrivée, entre 16h09 et 16h26, et l'arrivée est prévue entre 17h19 et 17h43 du côté de Bayonne. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Nous, on se retrouve ce soir 21h pour faire le débrief de cette étape sur YouTube. Demain, présentation 7h de l'étape numéro 4. Entre-temps, il y aura bien entendu le débrief sur TikTok. N'hésitez pas à vous abonner sur TikTok, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!